Alain Renaudin, bonjour et bienvenue dans cette émission. Ancien dirigeant de l'IFOP, un institut de sondage et d'agence de communication au sein de DDB Group, vous dirigez le cabinet New Corp Conseil, une agence de conseil en stratégie et communication, RSE et biomimétisme, et vous avez lancé il y a 5 ans Biomime Expo, un rendez-vous annuel sur le biomimétisme. Alors le biomimétisme, c'est une notion dont on commence à entendre parler de plus en plus souvent. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est ? C'est plusieurs choses à la fois. Disons que c'est une invitation à changer de regard sur le vivant qui nous entoure, pour s'en inspirer et essayer de transférer aux applications humaines des savoir-faire, des processus, des technologies qui pourraient nous aider à vivre mieux, partant d'un principe assez simple, c'est que la vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Nous, l'Homo sapiens sapiens, c'est à peu près 250 000 ans, pour vous donner un point de repère. Et donc, comment tirer des leçons de ce vivant qui nous a précédés, et qui nous précède et qui nous entoure, pour tout simplement que l'humanité vive mieux, en dégradant moins son écosystème et en améliorant ses conditions de vie. Sur le principe de s'inspirer des oiseaux pour créer les avions, par exemple ? Par exemple, c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans tous les domaines et à toutes les échelles. C'est vrai que l'aéronautique est un vieux domaine du biomimétisme pour une raison assez simple, c'est que nous sommes une espèce assez prétentieuse, mais quand même en matière de vol, on a vite compris que les oiseaux faisaient mieux que nous. Et donc, par exemple, pour illustrer les choses, ces winglets qui sont ces bouts d'ailes relevés, vous savez, au bout des avions, qui sont aujourd'hui, qu'on retrouve de manière assez commune chez les Airbus, Boeing, etc. Ben, on doit ça à un chercheur américain qui s'appelait Richard Whitcomb. On est au début des années 70 aux États-Unis, il est au centre de recherche de la NASA. Il a des problèmes de turbulence sur les ailes plates. Il y a un vortex, un tourbillon d'air qui tourne autour de l'aile, et il observe les grands rapaces. Vous allez avoir l'image mentale tout de suite. Les grands rapaces, ils ont les rémiges primaires, les grandes plumes au bout des ailes, qui sont relevées comme des virgules. Et il se demande pourquoi. Parce que le point de départ du biomimétisme, c'est de la curiosité et de l'humilité. Pourquoi cet oiseau vole comme ça? Et il comprend que ça réduit les turbulences, ça économise son énergie, et donc il l'applique aux ailes. Mais après, vous avez dans vos voitures des systèmes de GPS qui sont inspirés des stratégies de communication des fourmis entre elles, qui communiquent par des dépôts de phéromones, qui sont des substances chimiques volatiles. Et dans les années 90, des mathématiciens ont développé des algorithmes inspirés de ces dépôts de phéromones des fourmis. Le lien est moins évident là pour ce qui est du GPS et des fourmis. Mais les fourmis optimisent leur trajet et communiquent entre elles pour dire là, il y a une ressource de nourriture. Et donc dans vos voitures, tous et toutes, vous avez un système de GPS inspiré de la nature. D'accord, donc on voit bien que l'idée ne remonte pas à hier, c'est même assez évident, mais aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux. À quels enjeux répond aujourd'hui, justement, le biomimétisme ? En fait, le biomimétisme répond aux enjeux auxquels nous sommes confrontés en tant qu'humanité. C'est-à-dire que sur ces 3,8 milliards d'années de l'existence de la vie sur Terre, qu'on peut considérer comme 3,8 milliards d'années de recherche et développement et d'optimisation continue, on peut aussi le lire comme un cahier des charges du développement durable. Donc généralement, la nature est économe en énergie, économe en ressources, elle ne produit pas de déchets, elle privilégie la collaboration plutôt que la compétition, contrairement aux stéréotypes que nous avons souvent en tête. Et donc l'humanité, elle doit affronter ces enjeux-là aujourd'hui. Et donc, comment s'inspirer du vivant pour être économe en énergie, pour travailler en circuit court, pour développer de la polyculture ou permaculture plutôt que de la culture monoessence et extrêmement, dans la culture du rendement. C'est valable aussi bien dans l'architecture que dans l'aéronautique, comme on en a parlé, qu'en matière d'agriculture, que dans ce qu'on appelle la multifonctionnalité des matériaux. Une nanostructure d'une aile bleue de papillon morpho, c'est une coloration structurale, c'est-à-dire que c'est une coloration qui crée un bleu, mais sans chimie, sans pigment, simplement en créant une diffraction de la lumière blanche. Quand vous répliquez ça sur les matériaux, vous créez de la couleur sans chimie. C'est une approche qui vous parle, Thierry Bedossa ? Ah oui, totalement. En fait, en tant que scientifique, spécialiste des animaux comportementalistes. Justement, je dois dire, en écoutant monsieur, que je suis très séduit par son discours et que, si vous voulez, dans la formation d'un scientifique, nous, on nous explique toujours, voilà, il faut cette rigueur scientifique et on se méfie toujours de ce qui commence à sortir du champ d'approche de la méthodologie scientifique. Et c'est vrai que quand vous m'en avez parlé, j'ai un peu tiqué parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu au nom du biomimétisme plein de choses, mais là, quand j'écoute monsieur, alors là, je bois ses paroles. Et en plus, il vient d'utiliser d'autres mots pour parler de ce temps si long que
que tellement d'entre nous ont tant de mal à comprendre, qui est celui de l'évolution. C'est-à-dire que voilà, cette planète, le vivant, les 4 bases puriques, hein, c'est l'ADN, il y a une unicité qui est quand même stupéfiante, que l'on soit croyant ou pas, mais le vivant, il est vieux de 3,8 milliards d'années. L'univers physique de, je crois, 14 milliards d'années et plus. 4,5 pour la Terre. Bon, 4,5 pour la Terre. Donc, ce temps qui a passé, il a servi à quelque chose. Et c'est vrai que c'est idiot de ne pas en tenir compte. Donc, moi, j'adore la manière très rigoureuse dont monsieur aborde ça. On a parlé du changement de regard envers les animaux dans la première partie de cette émission. Est-ce qu'il s'agit, là aussi, de désanthropiser notre approche du monde en recommençant la nature comme une source d'inspiration? Mais évidemment, et c'est d'ailleurs à cela que le biomimétisme nous invite d'abord, c'est de se remettre en posture d'élève face au vivant. Considérer que le vivant n'est plus un stock, n'est plus uniquement de la matière, de la valeur, mais est un modèle d'excellence. C'est très compliqué. On pourrait presque dire que c'est contre nature pour l'espèce humaine. C'est-à-dire considérer qu'elle n'est pas la meilleure. On doit faire notre révolution copernicienne. Au XVIe siècle, on a compris que la Terre n'était pas au centre de l'univers. On doit comprendre aujourd'hui que l'homme n'est pas au centre de la Terre. On ne peut pas vivre seul. C'est aussi bête que ça. Et donc, les animaux dont on parle aujourd'hui sur cette émission, c'est pas uniquement les animaux dont on a conscience. Sur les 9 millions d'espèces estimées, on en connaît un peu plus de 1 million, 1,2 million on estime. Mais sur ces 9 millions d'espèces estimées, 7,8 sont des animaux. Et sur ces 7,8 millions d'espèces animales, vous en avez 97% qui sont des invertébrés. D'accord ? Donc les oiseaux, les mammifères, les poissons dont on parle tous les jours, c'est 3% de ces espèces. Je ne parle pas en nombre d'individus. Et donc, tous ces animaux, tout ce règne animal, c'est une multitude de sources d'inspiration. Et donc, oui, on doit se décadrer par rapport à notre vision très anthropocentrée des choses. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'évidemment, on doit protéger la planète, mais ce n'est pas l'homme qui va sauver la planète, c'est évidemment la planète qui va sauver l'homme, parce que notre destin est lié au destin de ce qu'on appelle parfois, j'aime pas beaucoup le terme, le vivant non humain. Est-ce que ça vous parle à vous aussi, Pierre Cadéac? Oui, ça m'inspire une phrase d'un penseur, une question à laquelle répondait un penseur. La question c'était, mais prenons le cas du loup par exemple, c'est une question qui me vient souvent, qu'on me pose souvent. À quoi ça sert le loup? Et j'ai envie de dire aux gens, le loup c'est comme Mozart, ça sert à rien. Et effectivement, l'homme a tendance à vouloir toujours, par nombrilisme, trouver dans les animaux ou dans le fonctionnement de la nature son propre intérêt. Sans voir que son propre intérêt ne doit pas être vu de façon directe, mais de façon indirecte aussi, parce que tout est formé d'un tout. Et vouloir briser une chaîne, c'est ne plus avoir le bon lien. Et je crois qu'on a beaucoup à rappeler aux humains qu'ils ne doivent pas être dans une vision nombriliste de ce monde qui les entoure, mais qu'ils doivent aussi l'apprécier pour sa beauté, aussi pour tout ce dont on a besoin et qu'elle peut nous fournir, nous proposer. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, à l'heure où on s'accorde pour dire que nous devons changer nos comportements pour éviter un désastre écologique, il s'agit finalement de faire de la nature un allié. Oui, la nature un allié, un modèle, encore une fois, et la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise de destin pour l'humanité. On est en train de redécouvrir que l'humanité est une espèce mortelle, parce que la vie n'est que dynamique, n'est qu'évolution, et que nous sommes en communauté de destin. Nous, en tant qu'humanité, c'est-à-dire entre les peuples, entre les nations, on voit bien aujourd'hui que tout traverse les frontières. Les frontières sont des artefacts non naturels. Et on a une communauté de destin avec le vivant qui nous entoure. C'est-à-dire que nous ne pourrons bien vivre demain qu'en harmonie avec ce vivant qui nous entoure. Donc oui, on doit se reconnecter. On s'est perdu de vue avec le vivant. D'une certaine manière, la vraie souffrance d'aujourd'hui, c'est... on souffre de distanciation écologique en réalité, et qui provoque probablement nos contraintes de distanciation sociale. Mais on doit recréer ce lien. On a oublié qu'on n'était pas seul au monde. Et oui, c'est une communauté de destin à reconstruire, nous en tant qu'humanité et humanité avec le reste du monde. Merci beaucoup Alain Renaudin d'être venu nous parler du biomimétisme et des perspectives que peut offrir ce concept. Et merci également à Pierre Cadéac et Thierry Bedossa pour ces échanges. Et merci à vous de nous regarder chaque semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire.